invités, il y a Tchaboré, comme Pouli l'a déjà dit, Tchaboré Bouraïma, Eladjan. J'oublie souvent, je ne sais pas ce qui m'arrive. Eladjan, Tchaboré Bouraïma et Abbas Issaka, le patron du journal Le Mania Libéré. Abbas, bonjour. Bonjour Anita, bonjour Pierre, bonjour El Hadj Tchaboré. Il aime ça. Bonjour à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre tout à l'heure et à toutes celles-là qui nous suivent tout à l'heure. C'est une précision. El Hadj, bonjour. Oui, bonjour. Je voudrais tout d'abord dire merci à mon confrère Abbas Issaka qui m'a fait l'honneur de préciser en quelque sorte cette dénomination qui me fait toujours honneur également. Même si vous vous oubliez de temps en temps, j'espère que durant les 2 semaines de congé, vous allez prendre le temps quand même de rôder, de vous rôder, et puis à votre retour maintenant. À votre retour maintenant, je pense que les choses vont rentrer en ordre. Et désormais, quand vous allez prononcer Tchaboré, il faut commencer par Tchaboré. Parce que c'est important. C'est important. Ok, je voudrais juste dire merci et bonjour aux téléspectateurs de V47 et à tous ceux qui nous écoutent de par le monde. Je n'oublie jamais cela parce que lorsque nous sortons souvent de cette émission, c'est-à-dire après cette émission, nous recevons les coups de fil qui nous encouragent à continuer cette émission. Je l'ai dit déjà avec vous, Anita. Donc merci à tous nos compatriotes qui sont à l'extérieur et qui nous suivent sur les réseaux sociaux en ce moment. Eh bien, merci à vous également pour votre fidélité à cette émission. Je l'ai dit en début, cette émission sera co-animée avec Pierre Pouli qui prend la relève à partir de mardi prochain. Eh bien, nous commençons avec les informations sur le coronavirus, avec la création du groupe mixte de surveillance anti-Covid, GMS anti-Covid-19, qui a pour objectif de veiller à la sensibilisation et à l'application sur toute l'étendue du territoire national. Eh bien, Tchaboré, vous avez évoqué ce sujet sur votre site. Je ne sais pas si dans le journal papier c'est également là, mais je l'ai lu sur votre site. Et après, il y a une réaction que je voudrais que vous nous éclairez. La personne parlait de volontaires. Oui, je crois que l'autre fois, le décret est sorti, je crois, juste après que j'ai fini ma parution. Mais comme il y avait quand même le site, j'ai profité pour pouvoir mettre ça sur le site et mettre le truc en ligne pour permettre à nos lecteurs d'être informés. Effectivement, dans le décret, on parle de volontariat au sein de la population pour qu'on puisse quand même mener à bien cette action. Quand vous lisez le décret et quand vous suivez à peu près la sortie du coordonnateur, le colonel professeur Djibril Mohamed, vous comprendrez que c'est une autre phase de cette lutte qui est amorcée depuis la sortie de ce décret. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que vous comprenez que le Togo se prépare à recevoir les vaccins. Et on parle de mi-mai, mi-juin. Mai-juin, le Togo se prépare à recevoir les vaccins comme d'autres pays. Il y a certains qui ont déjà commencé pour qu'on puisse vacciner un grand nombre de la population et pour qu'on puisse en arriver à une immunité collective, comme je le dis, c'est-à-dire 60% de vaccinés. Donc en cela, je crois qu'il faut quand même associer la population. D'où la création de cette force, de cet assemblage et la dissolution en quelque sorte de la FOSAP. Cela va permettre quand même, lorsqu'on va associer les gens au niveau de la société civile, d'aller à l'encontre de la population, parce que vous savez, la FOSAP seule ne pouvait pas faire ce travail-là, parce qu'il y a les civils et il y a les populations à qui il faudrait s'adresser. Donc il faut associer véritablement la société civile pour que la société civile puisse rentrer en contact ensemble avec la FOSAP, avec les forces de l'ordre, pour pouvoir délivrer le message qu'il faut sensibiliser les gens. Et aussi, n'oubliez pas que ces derniers temps, il y a une augmentation de cas. Cette augmentation nous renseigne qu'il y a un relâchement total
au sein de la population. Et maintenant, il faudrait élargir le champ de la sensibilisation. Et je pense que c'est ce qui a conduit les autorités aujourd'hui à prendre une telle décision. Et je parlais tantôt d'une amorce, d'une autre phase de la sensibilisation, d'une autre phase de la lutte contre cette maladie. Donc avec la création de ce regroupement, avec la création de ce groupe, je pense que nous rentrons dans une autre phase et il faut préparer les populations à recevoir les vaccins. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des gens qui sont réticents jusqu'à ce jour. Il faut sensibiliser. Comme vous suivez les informations dans les pays développés. Justement, ce n'est pas seulement au Togo. Ce n'est pas seulement au Togo. Donc je pense que l'autre fois, à la sortie du comité scientifique, il y a une conférence de presse qui avait été faite et le comité avait dit beaucoup de choses durant cette conférence de presse. J'espère qu'on va revenir là-dessus. Oui, on va revenir avec la une de vos différents. J'espère qu'on va revenir là-dessus. Mais vous comprendrez que l'autorité veut amorcer une autre phase de cette lutte. Je l'ai toujours dit qu'au Togo, les autorités ont pris cette allure-là de pouvoir anticiper sur un certain nombre de choses et c'est ce qui a toujours fait la force. Aujourd'hui, nous sommes classés parmi les meilleurs. On va en revenir à Abbas. Tout à l'heure, Tchaboré parlait de la société civile qui est prise en compte également dans cette lutte-là. Mais dites-moi, est-ce que cette force-là, ce groupe mixte sera aussi efficace que la FOSA? Parce qu'on sait, nous, Togolais, quand il y a le gendarme derrière, on réagit vite, mais quand il n'y a pas de gendarme, quand on est entre nous civils, c'est compliqué. Est-ce que cette force-là sera aussi efficace que la FOSA? On a étudié tous les contours avant de mettre en place cette force mixte. Parce qu'au départ, certainement, on a constaté que la FOSA, constituée essentiellement de gendarmes, de militaires et de policiers, était considérée par la population comme une force répressive. Parce que quand vous les voyez, vous les prenez, quand les gens voient la FOSA avec leur massard arrivé, sur qui portent les bavettes, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas sensibilisés pour aller au fond des choses. Maintenant qu'on associe la société civile, ça fait une force spéciale qui est mise en place. Cette force passe au moins, quand les gens vont voir les gens descendre sur le terrain, au moins les populations, les ONG, les sociétés civiles vont aller à la sensibilisation. Au niveau de la société civile, des civils, c'est qu'on se comprend mieux que lorsque les militaires arrivent pour dire que quand vous le voyez déjà, vous avez peur. Mais quand vous voyez votre concitoyen civil qui vient vous parler, il y a un peu de choses. Et puis depuis quelques temps, par rapport à ça, vous savez que le chef de l'État a commencé par parler de la cohésion entre les civils et les militaires. Donc, c'est d'amener l'ensemble de la société civile et des militaires, des policiers et des gendarmes à travailler la main dans la main. Et je crois que c'est dans cette lancée que le chef de l'État a décidé que ce soit ainsi, qu'on associe tout le monde dans le combat pour cette gestion de cette pandémie. Et depuis quelque temps, vous avez vu que au sorti même des fêtes de fin d'année, le nombre a augmenté de plus de 28% comparativement à ce que nous avons vécu. Je me rappelle, vous avez dit ça de janvier à décembre. Donc, aujourd'hui, il faut associer l'ensemble de la population. Et ce qui s'est passé la dernière fois également au niveau de Saint-Cassé a soulevé quelques inquiétudes aussi au niveau du gouvernement parce qu'avec l'arrivée des vaccins dans quelques mois, les gens vont croire qu'on est venu là pour les tuer. Donc il faut aller directement à la sensibilisation. Et ceux qui peuvent parler réellement aux populations, c'est les civils qui vont aller. Voilà, je m'avais posé une question à tous les deux tout de suite, puisque vous avez parlé d'une force, ou bien d'un groupe mixte qui sera composé plutôt de civils.
dans le cadre de la sensibilisation. Alors, dites-moi, une question est de créer un groupe pour travailler, mais une autre question est de les former. Alors, le temps qu'il nous reste avant l'arrivée du vaccin, puisqu'on annonce mi-mai, mi-juin, est-ce que le temps est assez long pour qu'on forme ces gens-là avant de sortir sur le terrain, ou bien bon, on les lance tout simplement sur le terrain? Non, on ne va pas lancer les gens immédiatement sur le terrain. On a parlé tout à l'heure de volontariat. C'est une histoire de volontariat, il y a des gens qui vont se présenter. C'est tout comme au niveau des CDQ, des comités de développement au niveau des quartiers. C'est ça, on vous forme au moins en 2 semaines. En 1 semaine, même, on peut vous former pour que vous descendez sur le terrain, voir ce que vous avez à faire. La FOSAP, quand on l'a mise en place, on a formé les forces là pour qu'elles puissent sensibiliser les gens. Et vous n'êtes pas sans savoir que d'ici mars même, on ne sait pas s'il y aura prorogation. D'ici la fin du mois de mars, c'est la fin de l'état d'urgence. C'est la fin de l'état d'urgence en mars prochain. Donc, est-ce que, avec cette pandémie-là qui est en train de prendre de l'ampleur, est-ce que l'État va accepter que ça finisse en mars, ou bien on va proroger ça jusqu'à l'arrivée des vaccins? Donc, c'est tout ceci-là qu'il faut mettre dans l'ensemble. Là, je pense même que cette force, quand on met en place cette force-là, est venue un peu trop tard. On devait le faire depuis, même en novembre, et comme ça, on sensibilise les gens pendant les fêtes de fin d'année, jusqu'à ce moment. Maintenant, on est presque à la fin de l'état d'urgence et on l'a mis en place. On dit souvent, rien n'est mieux vaut tard que jamais. On l'a mise en place, elle va contribuer à sensibiliser les gens au lieu qu'à la place de la répression avec la FOSAP, la FOSAP va certainement avec certaines choses, on va permettre à ces gens, à ces populations-là, à ces civils d'aller sensibiliser leurs concitoyens. Alors, Eladj Bourahima Tchaboré, alors dites-nous, ça me fait penser un peu à la police verte dans la préfecture d'Agoignivé qui s'est lancée déjà dans cette activité-là. Mais à chaque fois qu'on les rencontre, ils nous parlent toujours des difficultés et parfois ils sont obligés de faire appel à la police régulière. Oui, moi je pense que ça vient plutôt renforcer l'initiative que les maires et autres ont pris dans les communes en créant cette police verte pour pouvoir sensibiliser. La mise en place de ce regroupement a plusieurs avantages, ça il faut le dire, il ne faut pas le nier. Le premier avantage, je pense que ça va permettre quand même à ceux-là qui étaient en quelque sorte réticents par rapport à l'existence même de cette maladie, de comprendre, parce que vous savez, lorsqu'on discute entre civils, c'est aussi plus facile que lorsqu'on discute entre civils et militaires. Mais attention, c'est que pas... quand on voit un corps habillé, oui, on a tendance à respecter. Non, je pense que ça doit en principe rentrer dans nos habitudes, parce que c'est depuis longtemps on parle de cette situation. Depuis longtemps on parle de ce phénomène entre corps habillés, et ce n'est pas aujourd'hui, depuis plus de 10 ans, mais je pense que maintenant les Togolais, c'est vrai qu'il y a quand même certains qui sont encore frileux, mais les Togolais comprennent qu'entre corps habillé et civil, nous sommes un. Le corps habillé, il était civil avant de rentrer dans le corps habillé. Mais ceci n'empêche pas quand même qu'on continue par travailler. Et c'est en cela, il faudrait quand même féliciter les initiatives prises par le ministère de la Sécurité récemment, lorsque il y a eu des rencontres, que ce soit au niveau d'Agoy, que ce soit dans la région centrale, que ce soit dans les plateaux, que ce soit même jusqu'au fin fond nord du Dapao, il y a eu des rencontres pour sensibiliser les gens et rapprocher les forces de l'ordre et de sécurité avec la société civile. C'est un travail qui se faisait bien avant, mais ça s'est accentué. C'est pour dire quoi? Gouverner, c'est prévoir. Je pense que les autorités avaient déjà prévu un tel scénario, d'où en amont, ils ont commencé avec le ministère de la Sécurité par sensibiliser. Moi, je reviens par rapport à ce que nous disons avec la création de ce groupe. Je le disais tantôt, le premier intérêt, c'est que ça va permettre à ceux qui étaient réticents, ceux qui disaient qu'il n'y a pas cette maladie, parce que n'oubliez pas qu'il y a encore des gens au sein de la société togolaise qui estiment que le corona n'existe plus. Justement, la dernière fois...
la force de l'ordre interpellait quelqu'un de mettre sa bavette et quand la personne démarrait, il disait mais dans les pays où Corona a commencé, les gens ne portent plus les cache-nez. Et pourquoi on les dérange ici au Justement. Donc vous comprendrez que lorsqu'on va élargir cette force et on va associer également la société civile, ça a un avantage au sein même de la population. Ça va changer la mentalité et ça va être encore plus grand. Parce que les forces de l'ordre, nous l'avons dit ici sur ce plateau, c'était restreint. Ils étaient combien? Je crois que c'est 5000 hommes. Et les 5000 hommes, nous ne pouvons pas couvrir. Lorsqu'on va recruter les volontaires au sein de la société, ceux qui s'y connaissent déjà en la matière, même ceux qui ne s'y connaissent pas, le confrère le disait tantôt, il y aura une formation qui va être faite et cette formation va permettre qu'après, qu'on déploie les gens sur le terrain qui seront en contact avec la population et d'autres associés éventuellement avec les forces de l'ordre qui peut-être va faire intervenir la loi lorsque il y a des réticences. Vous allez voir que les gens, ça va permettre quand même de couvrir un champ plus large que ce que la FOSAP faisait auparavant. Donc moi je pense que c'est un avantage. Tout ça là, ça a été étudié minutieusement ensemble avec le comité scientifique, je crois, et les autorités qui se disent que, en plus du fait qu'il y a augmentation de cas aujourd'hui, il faudrait quand même toucher d'autres sensibilités, d'autres secteurs pour pouvoir les associer à la sensibilisation, même préparer les esprits par rapport aux vaccins qui arrivent pour que tout le monde puisse adhérer. C'est vrai, ce n'est pas un truc qui est obligatoire, parce que ça rentre dans le cadre des droits de l'homme, et le vaccin n'est pas obligatoire, mais également ce qu'il ne faut pas oublier, l'État a également ce droit de prendre un certain nombre de dispositions lorsque ça rentre dans le domaine public. Donc moi je pense que cette force, il faut quand même féliciter les autorités pour cette vision. Maintenant, il faut que les populations également y adhèrent. Le fait déjà de vouloir associer la société civile, moi je pense que c'est un pas et ça aura l'avantage de permettre à la sensibilisation d'un grand nombre de Togolais de prendre un champ plus large que ce que la FOSAP faisait auparavant. Surtout avec le nombre enregistré sur le seul mois de janvier, plus de 1000 cas. Alors, Abbas Issaka, aujourd'hui le groupe n'est pas encore mis en place, mais est-ce qu'on peut envisager quand même la stratégie qui sera déployée, qui sera utilisée pour sensibiliser au mieux la population? Sa mission, c'est, on parle peut-être de 600 et quelques personnes qui vont être ajoutées à la FOSAP. 600 et quelques, est-ce que c'est pas trop peu? Puisque là, on parlait de 5000 personnes, mais... Ouais. Il faut commencer quelque part, certainement c'est un truc d'essai qu'on va faire, voir comment les choses vont se passer. Les 600, ce n'est pas que c'est peu, mais c'est les moyens aussi qu'il faut mettre à disposition. Mais on parle de volontaires. Oui, des volontaires. Les volontaires ne vont pas aller... oui, parce qu'il faut se déplacer. Il faut se déplacer, il faut boire l'eau. Quand on dit volontaire, ça ne veut pas dire bénévolat. Il faut boire l'eau, voilà. Tout ceci là, il faut la logistique, il faut tout. Il faut une logistique pour les accompagner. Donc, ce sont les moyens qu'il faut mettre en place. Aujourd'hui, j'ai dit, ça va contribuer à quelque chose, mais moi, l'essentiel, c'est d'amener les gens à respecter essentiellement les mesures barrières dont on a mis en place. Oui, quand je parle de stratégie, par exemple, pour la police verte, elle cible les marchés, les carrefours, les bars, là où il y a des attroupements d'hommes. C'est pourquoi je parle de stratégie. Oui, effectivement, c'est ça. En fait, c'est la mission qui leur sera donnée. Ils seront certainement accompagnés. Parce que c'est comme c'est une force mixte. Ils vont avoir des gilets avec la FOSAP qui existait auparavant. Oui. Ils vont aller cibler les marchés. Ils peuvent aller dans les écoles, ils peuvent aller dans les églises, dans les mosquées, pour au moins sensibiliser les gens. Sur les lieux où il y a beaucoup d'attroupements. Aujourd'hui, on est en train de voir qu'on a lancé même le championnat qui va démarrer en mars prochain. Oui. Ce qui veut dire qu'il faut avoir des gens qui vont aller sensibiliser à ce niveau, au niveau du staff des clubs, pour que ces clubs-là puissent faire respecter les mesures barrières à leurs joueurs. Donc, et il y a beaucoup de choses qu'ils vont faire. Je pense que ça, c'est un essai que l'État est en train de faire. Et on va voir comment ça va aller. Et d'ici là, s'il faut encore augmenter le nombre et avoir la logistique pour accompagner, et je pense que les choses vont aller au mieux. Puisqu'on va cibler certaines choses, les grands marchés,
au niveau du Agoy ici, il y a beaucoup de choses, et dans la préfecture d'Agoy ici, il y a beaucoup de choses où les gens ne respectent pas. Et là où on parle des funérailles, là, les mariages et autres qui se font là. Donc il y a des choses qui vont cibler, qui vont aller sensibiliser les gens. Il faut limiter le nombre, respecter la distanciation sociale. Parce que moi j'ai vu une fois, quand souvent les forces de sécurité arrivent, il y a les gens qui ont peur. Ils voient que bon, ils commencent par paniquer. Parce que ce n'est pas permis d'autoriser de rester en groupe comme ça avec les chaises collées. Ils ont peur, mais quand vous ne vous reprochez rien. Quoi qu'on dise, moi je dis quoi qu'on dise, il y a deux faits. Oui, je le dis, mais il y a toujours quand même des gens depuis des années au Togo. Vous savez, notre histoire, elle est là. La situation qui a prévalu depuis un certain temps entre les forces de l'ordre et de sécurité et la société civile. Dès que vous voyez le treillis, justement, il y a toujours de ces gens-là. Mais je pense qu'au fur et à mesure, lorsque nous avançons, il y a des actions qui sont menées sur le terrain et qui rapprochent les forces de l'ordre et de sécurité avec les populations. Ça, c'est vrai. Mais toujours est-il qu'il y aura toujours quand même, au sein de la population, les gens qui vont rester toujours un peu frileux, un peu réticents par rapport à ce rapprochement. On ne peut pas quand même, ce n'est pas le fait qu'on puisse quand même laisser tomber. Je reviens par rapport à la création de cette force. Quoi qu'on dise, il y a deux faits majeurs qui ont conduit certainement à la création de cette force. D'abord, je l'ai dit, l'augmentation de cas que nous voyons depuis un certain temps. Et la semaine passée, je crois qu'on était revenu là-dessus, on avait dit que la probabilité pour qu'on ait encore plus de cas dans les mois, dans les jours, dans les semaines à venir, elle est encore très forte. Et nous sommes en train de le voir sur le terrain. Sur le terrain, il n'y a rien qui est diminué. Il y a des cas positifs qui s'augmentent au jour le jour. Le deuxième fait, c'est l'arrivée des vaccins. L'arrivée des vaccins nécessite qu'on puisse quand même rentrer en contact avec la population, préparer les esprits pour que les gens puissent comprendre ce pourquoi on veut inoculer les vaccins à des gens. Donc ce sont deux faits. Et ces faits ont conduit certainement les autorités à prendre ces dispositions. Et en prenant ces dispositions également, ça a des avantages. Je l'ai dit tantôt. L'avantage de ces dispositions ou de la création de cette force, c'est de permettre d'occuper un champ plus large. Le contact facile. Justement, le contact est un champ plus large, contrairement à ce qui se faisait avec la FOSAP seule et avec le groupe, la coordination. Parce que la coordination ne pouvait pas aller sur le terrain. À chaque fois, c'est vrai, on associait les élus et bien d'autres volontaires qui étaient là sur le terrain. Et avec la SOVAP, maintenant, avec la création de cette force mixte, je pense que tout le Togo va être couvert. Parce qu'on le disait ici, qu'il y a dans certaines contrées que les gens sont là aujourd'hui et ils ne sont pas sensibilisés. Il n'y a personne pour aller vers ces populations pour leur dire ce qu'il en est exactement et les mesures qu'il faut prendre. Avec la création de cette force, je pense que c'est un champ qui est plus large et ce n'est pas mal. Il faut quand même qu'on essaie pour voir ce qu'il en sera. Nous avons essayé avec la FOSAP, ça a donné des résultats qui sont quand même des résultats concluants. C'est vrai, il y a eu certaines petites erreurs, mais au fur et à mesure qu'on était en train d'aller, il y a les corrections qui sont arrivées. Avec cette force également, on va essayer pour voir ce que ça va donner. Mais toujours est-il qu'il faut le dire, c'est dans l'intérêt de la population que cela se fait. Eh bien, dans l'intérêt de la population, nous allons partir avec la revue des titres des journaux parus. Le Mania Libéré était dans les kiosques depuis hier au prix de 250 francs seulement, à base 250 francs seulement. Eh bien, vous avez également parlé de Covid-19 avec la gestion de la pandémie à Covid-19, le Togo parmi les bons élèves. Vous voulez parler là de ce classement-là qui place le Togo deuxième en Afrique et 15e mondial. Oui, effectivement, c'est de ce classement que nous parlons. Parce que le Togo, au regard de tout ce que le pays Mais j'aime bien cette photo avec la petite fille. Au regard de tout ce que le pays a mis en place pour lutter contre cette pandémie, quand vous voyez tout le dispositif que l'État togolais a mis pour combattre cette pandémie, je pense que le Togo, c'est de bon droit et de bonne loi que le Togo soit classé parmi les pays qui luttent contre la Covid-19. Et nous avons salué ces classements parce que ça fait que quand vous allez même dans les autres pays, les gens se demandent comment le Togo fait pour avoir moins de décès
et moins de cas par rapport à leur pays. Quand vous allez au Burkina, ils n'arrivent pas à contrôler leur population. Quand vous allez au Ghana, c'est la même chose. Au Bénin, c'est la même chose, on n'arrive pas à contrôler les choses. On vous demande, bon, si vous protégez-vous, puisque dans ces pays-là, il n'y a pas la force anti-Lafouza qu'on a mise en place ici au Togo. Il n'y a pas ces genres de choses. Donc il y a certains critères sur lesquels l'Institut canadien, mais c'est australien, s'est basé pour classer les pays qui luttent contre la COVID-19. Mais nous sommes dit que pas de relâchement. Il ne faut pas qu'on relâche, qu'on se contente, on dit qu'on soit en joie pour dire que ouais, nous sommes les premiers, parmi les pays de l'Ouest. C'est fini, c'est fini ça. Donc il y a relâchement, pas de relâchement. Mais Madame le Premier ministre a dit pas de relâchement dans ces situations. On ne doit pas se contenter de ce classement et maintenant se permettre de vivre comme si de rien n'était. On était en situation normale. Au même moment, il y a un Togolais qui n'est pas d'accord de la gestion faite par le gouvernement de cette crise-là. Je parlais de Nicodème Rabia, qui a fait une sortie qui coïncidait avec... C'est leur opinion. C'est leur opinion. Il y a aussi un chef coutumier de Adapamé qui était Dagban, le Kotobi Dagban, le militant du CAR là, qui dit qu'il n'est pas, lui-même il ne croit pas. Donc il a mis la confusion dans la tête des gens pour dire que c'est les oracles qui ont dit qu'il y aura un jour une maladie comme ça qui va passer, mais c'est pas ça là, c'est un complot qu'on a fomenté contre les populations du monde entier. Donc je pense qu'il y a des gens qui pensent qui ne savent même pas ce qu'ils disent. Et je lui ai posé la question de savoir depuis que le monde est créé là, et au Togo même ici là, depuis des années, quand est-ce qu'on a eu à interdire les fêtes traditionnelles de se dérouler dans ce pays? Pour quel intérêt? Dans quel intérêt? Quand est-ce qu'on a interdit même le pèlerinage? Les gens de l'Arabie Saoudite ont interdit le pèlerinage dans l'année 2020. Pourquoi on limite les activités au niveau et on ferme les églises et autres? Donc si les gens pensent qu'on ne peut pas mettre la confusion dans la tête des gens, je me suis dit que bon, lui aussi c'est son opinion parce que la vie est faite comme ça. Il faut aussi des opinions critiques pour que nous avançons. On ne peut pas tous regarder dans la même direction. Lui, là, depuis des années, il n'a plus fait ses sacrifices coutumiers comme il le faisait auparavant. Demain, le 5 février, ou bien le samedi 5 février. C'est demain. C'est demain. Aujourd'hui, vous avez vu qu'on a réduit la célébration du 16e anniversaire du décès du chef de même l'attentat de Sarakawa, tout ça là, c'était dans la sobriété. Qu'on devait faire le 2 février. Ça n'a pas passé. Non, moi je pense à Abbas, je pense par rapport aux opinions des uns des autres. Nous sommes dans un état de droit et nous sommes également dans une démocratie où les gens sont libres quand même de dire ce qu'ils pensent par rapport à une situation, toujours dans le respect quand même des règles qui régissent le fonctionnement de notre société. On ne peut pas le leur interdire comme le confrère l'a dit tout à l'heure. Mais l'État est là pour pouvoir de façon générale appliquer la loi par rapport à ce qu'il considère comme dans dérapage ou dans le domaine public. Ça, c'est l'État qui est là pour jouer son régalienne. Donc, c'est ça. Par rapport aux individus, individuellement, bon, c'est leur opinion. Si moi, je reviens au niveau du classement du pays, c'est une bonne guerre quand même qu'on puisse en parler, parce que c'est de notre pays qui a eu ce bon. Et quand le confrère parlait justement qu'il ne faut pas avoir de relâchement, moi, ce relâchement, moi, je l'envoie au niveau des autorités. Parce que ce sont les autorités qui ont quand même pris ces dispositions et ont fait appliquer ces règles. Si aujourd'hui, les gens doivent quand même se réjouir, c'est vrai, au sein de la population, on peut quand même se réjouir parce que c'est notre pays, mais ce sont les autorités en première qui doivent quand même être contentes de ce classement parce que c'est à travers leurs dispositions mises en place qu'aujourd'hui que notre pays est cité parmi les premiers qui appliquent ou bien qui luttent efficacement contre cette maladie. Maintenant... Mais vous savez, au début, il y avait des accompagnements, comme on avait dit, entre-temps, cette vidéo comique là, accompagnement et autres. Là. Oui. Mais aujourd'hui, l'accompagnement n'y est plus. Mais la population va toujours continuer.
Oui, mais l'État n'a pas cessé de jouer son rôle légalien. C'est-à-dire que celui de protéger les populations. Ça, c'est un droit qui est fondamental, hein, et ça se trouve dans notre Constitution. Si l'État ne le fait pas, les gens sont en droit de l'interpeller. D'où l'interpellation de certains citoyens dont vous êtes en train de parler. Vous comprenez? Moi, je reviens par rapport au classement et je dis que ceux qui ne croient pas, parce que j'ai entendu et j'ai lu des trucs sur les réseaux sociaux, j'ai entendu également certains confrères de surcroît qui disent, qui ironisent ce classement. Je me pose la question de savoir, est-ce que c'est le Togo qui est allé demander qu'on fasse un tel classement? Est-ce que c'est le Togo qui est allé demander une enquête pour voir comment la Covid est gérée? Je ne crois pas. Le Togo n'a pas demandé, à ce que je sache. Mais si on en fait, c'est qu'il faut qu'on en parle. Et si on en parle, cela ne voudrait pas dire que les autorités doivent toujours rester les bras croisés. Il faut qu'ils continuent. D'ailleurs, la création de cette force mixte rentre également dans ce sens. Ça encourage, ça permet aux autorités de renforcer, en quelque sorte, leur initiative, leurs actions par rapport à ce qu'il faut mettre en place justement pour continuer par lutter efficacement. Quand ça va mal, on en parle. Quand Maintenant, ça va bien, il faut justement, ce qui fait mal, c'est que si on avait quand même tiré le pays du bas, où il y avait des classements qui indexaient le pays de façon négative, je suis sûr qu'il y aura les confrères qui allaient en parler. Les gens vont applaudir, ils vont en parler. Il faut qu'on arrête quand même cet état d'esprit dans nos sociétés. Ce n'est pas bon. Nous sommes des hommes de médias et nous sommes appelés à dire ce qu'il est exactement, les faits, tels qu'ils se produisent. Mais lorsqu'on a fait un classement, moi je pense que un bon citoyen, un bon compatriote, on devrait quand même applaudir. Mais cela n'exclut pas qu'on apporte des critiques là où il faut les apporter. C'est ce que moi je voudrais insister là-dessus. Il faut quand même de temps en temps que nous évitions de rentrer dans le jeu politique, nous évitions ce caractère pédant, de faire croire que c'est nous qui connaissons, alors qu'il n'en est rien. Le Togo a été classé par rapport au travail qui a été fait. Il faut féliciter les autorités, il faut féliciter la population. Maintenant, il faut continuer. Et s'il y a des critiques à faire, à élaborer pour dire, voilà, vous avez bien fait, même voilà, ici, vous avez mal fait, il faut le leur dire. Et pour qu'on continue. Le Togo, ce n'est pas pour Fort Gnassingbé, ce n'est pas pour Tiegan, ce n'est non plus pour Dogbé. Le Togo, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les Togolais, ses fils et filles. Il va falloir qu'on soit fier lorsqu'il faut en être fier et qu'on soit triste lorsqu'il faut en être triste. Nous avons été éliminés par rapport à la CHAN, tout le monde est triste et nous compatissons, nous sommes d'accord avec cette tristesse et nous relevons ce qui a fait que nous avons été éliminés par rapport à cette CHAN et nous attirons l'attention des autorités sportives pour qu'elles puissent quand même mettre tout en œuvre pour éviter de ces échecs. C'est comme ça qu'on doit fonctionner lorsqu'on est citoyen. Alors, il s'agit d'une lutte commune et vous avez relevé le fait que certains citoyens continuent de semer du doute dans la tête des gens, comme quoi le coronavirus n'existe pas. Et Tchaboré vient de dire que nous sommes dans un pays démocratique, on est libre de dire ce qu'on pense. Mais là, il s'agit d'une lutte commune. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on devait peut-être sanctionner ceux-là qui continuent de semer du doute dans la tête des gens? On va les sanctionner sur quelle base? C'est leur opinion qui avance. Faut pas les assumer. Mais là, il s'agit d'une lutte commune. C'est une pandémie. Tout le monde n'est pas obligé d'être dans la logique d'une lutte commune. Il peut penser ce qu'il veut. Nous sommes en démocratie. Mais seulement, ils vont parler dans le respect des règles. Parce que quand on dit démocratie, la démocratie, c'est la dictature de la loi. Ouais. Si tu enfreins la loi, c'est qu'on te prend. Aujourd'hui, on dit que c'est leur propos. Ça n'engage que. Du moment où l'État le regarde, et que si maintenant l'État met quelque chose la main sur eux, c'est qu'il veut dire que l'État accorde une importance à ce qu'ils disent. Donc il faut les oublier. C'est tout comme quelqu'un, vous faites quelque chose, quelqu'un vient faire vous le regarder. Il faut on reprend un imbécile par un silence. Il faut continuer. Qui ne sont pas des imbéciles. Oui. Il faut continuer dans la logique où vous êtes engagé. Les gens oublient l'argent que l'État a perdu dans cette pandémie. L'État avait demandé la mobilisation de 400 milliards de francs CFA pour aller lutter. Mais combien l'État a pu mobiliser?
Est-ce que ça atteint 200 milliards? 100 et quelques, C'est 130 et quelques. Et ils ont mis, l'État a mis de l'argent dedans. Les accompagnants dont on parle, nos vici et la gratuité d'eau, la gratuité d'eau, d'électricité, et puis au niveau des entreprises, où on a au niveau de l'OTR qui devait payer, on a au moins fait certaines réductions. Donc c'est tout cela qui entre, les critères là qui entrent dans l'étude, dans les critères de ce classement-là. L'État a accompagné. Aujourd'hui, l'État cherche encore les moyens pour continuer cet accompagnement parce que la maladie n'est pas encore terminée. Ce qui se passe dans la préfecture dans la région des Savanes, on ne sait pas combien l'État est en train de mettre là-bas parce qu'on a confiné les gens. Les gens sont sous couvre-feu. La zone est complètement confinée parce que les activités sont diminuées. Mais quand dans les autres pays, on n'accompagne pas, le gouvernement n'accompagne pas. Ici, le gouvernement accompagne les gens. Et ceux qui sèment le doute là, ils savent. Ils savent. Moi, j'ai vu, comme El Haj l'a dit tout à l'heure, il a dit qu'il y a nos confrères qui disent, qui banalisent le classement et parlent de. J'ai vu quelqu'un écrit curieux classement. Curieux classement. Si la personne est logique avec elle-même, elle va parler de curieux classement dans ce pays. Parce que on veut se montrer journaliste critique et on montre sa maison de la main gauche. Alors que c'est vrai, dans les pays voisins, le port de cache-nez n'est pas obligatoire. D'ailleurs, même il y en a qui arrivent, quand ils arrivent, on les interpelle, on leur dit de porter le cache-nez. Ils s'étonnent, ils disent, mais ils sont dans quel pays ça? Eux-mêmes qui disent que ils doutent sur le corona là. S'ils ne portent pas le cache-nez, à ce moment, on va les arrêter. C'est ça, le procédé. Ils ne portent pas, ils disent que le corona n'existe pas. Mais si on l'interpelle en circulation en public, sans cache-nez, on va l'interpeller et il va subir la rigueur de la loi. C'est ça la logique. Tchabouré, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, j'ai quelque chose parce que vous savez, lorsque vous suivez la logique des choses, depuis l'apparition de cette maladie et le comportement de nous, les médias, je veux dire certains des médias, ça fait quand même, c'est choquant. Vous vous rappelez, lorsque la maladie est arrivée en premier, ici en mars, dans notre pays, oui, il y a des gens qui ont critiqué, qui ont dit que ça n'existe pas, que l'État togolais visait l'argent de l'OMS. C'est pourquoi l'État togolais a déclaré qu'il y avait le coronavirus. Justement. Et il y a des médias qui sont allés attaquer certains médias qui parlaient, qui insistaient que la maladie existe. J'en étais un. J'ai été attaqué parce que justement j'ai fait comprendre que la maladie existait. J'avais retracé une carte qui plaçait notre pays comme étant un pays dans lequel se trouve la maladie. Les gens ont demandé à ce qu'on m'attaque sur les réseaux sociaux. Les gens sont ridiculisés et ils se sont déguisés. Ce sont les confrères. Ces confrères qui étaient les premiers à dire que le Togo mentait et que certains Togolais ont cru. Ces confrères étaient également les premiers, avec le temps, pour dire que le gouvernement togolais ne prenait pas les dispositions pour lutter contre ces maladies. Vous comprenez? Une maladie qui n'existe pas. Qui n'existe pas, comment on peut prendre? Ils étaient les premiers, ils sont même allés sur les antennes critiquer l'État togolais. Parce que l'État togolais ne faisait pas efficacement pour protéger les populations. Vous comprenez la contradiction dans laquelle nous sommes. Et aujourd'hui, ces gens sont là, je ne vais pas me mettre à citer. Quand, surtout, paix à son âme, Dominique justement, est décédé. Je fais partie de ceux-là. Moi, mon média, le Messager, a été critiqué. On l'a même mis sur les réseaux sociaux et il a été écrit que dès que vous voyez ce monsieur ou vous voyez ce journal, c'est un menteur. Justement parce que j'ai essayé de relayer un certain nombre d'informations relatives à l'existence du corona dans notre pays. Vous voyez l'évolution. Et maintenant, après, ce sont ces médias qui quittent pour attirer l'attention ou critiquer l'État parce que l'État ne faisait pas beaucoup pour protéger les populations. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes médias, au moment où l'État quitte pour faire beaucoup, ce sont ces mêmes médias qui estiment que le classement qui a été fait, ou bien l'encouragement qui a été fait à travers ce classement, que c'est un leurre. Comment vous comprenez ça? Ça veut dire que c'est pourquoi je dis les Togolais doivent s'éveiller. Nous devons nous poser des bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Quel intérêt l'État togolais a à mettre
toute cette population dans ce pétrin. J'appelle ça pétrin parce qu'avec le corona, il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons plus faire. Quel intérêt les autorités togolaises ont à vouloir arrêter un certain nombre d'activités? Quel intérêt les Togolais, les autorités togolaises ont à vouloir faire en sorte que 60% des populations soient vaccinées? C'est-à-dire que nous voulons tuer. Justement, ces autorités veulent tuer. Par rapport à ça, je rappelle que le messager est dans les kiosques depuis hier à 250 francs seulement. Format papier et format PDF. Également, le numérique est également disponible. Si vous avez besoin de ce numéro, vous contactez le 93 49 45 45. Je vous mets en contact avec le directeur de publication ici présent, Tchaboré Bouraïma El Adjan. Eh bien, Tchaboré, à propos du vaccin contre la COVID-19, vous parliez tout à l'heure de 60% des vaccinés envisagés, et c'est à la une de votre parution d'hier. On va voir les images tout à l'heure. Oui, justement, je crois que c'est le comité scientifique qui en a fait cas lors de sa dernière sortie pour dire que le pays envisageait, les autorités togolaises envisageaient vacciner 60% des populations. Lorsque vous prenez ça, l'explication c'était quoi? C'est que lorsqu'on vaccine 60% de population, c'est qu'on a atteint l'immunité collective. Et quand on a atteint l'immunité collective, cela estime que nous pouvons vaincre la maladie. Donc c'est ce qui est envisagé. C'est ce qui est envisagé si éventuellement le vaccin arrivait. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir vacciner les 60% des populations? Justement, je pense que c'est pour cela qu'il y a eu création de ce comité, de cette force mixte, où va commencer déjà la sensibilisation. Et il était également dit que les 40% des vaccins qui vont être commandés, ça va être l'État togolais. Et l'État togolais s'est engagé véritablement sur cette voie. Les 20%, c'est sur la plateforme COVAX, qui regroupe un certain nombre de pays au niveau de l'Afrique. Donc, ceci étant, c'est ce qui est envisagé. 60% des vaccinés. C'est dire que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les gens ne sont pas obligés de se faire vacciner lorsque ce vaccin arrive. Mais les gens sont obligés quand même de suivre un certain nombre de dispositions mises en place par l'État. Parce que l'État a ce rôle régalien de protéger la population. Et que vous ne suivez pas ce que vous enfreignez à la loi et que vous pouvez être poursuivi, sanctionné. Donc c'est ça. Le comité scientifique l'a dit. Le comité scientifique a expliqué, justement, c'est ce que je disais, que personne, eux, qui sont dans le comité scientifique, ils ont leur famille ici. Est-ce qu'on est en train de les voir accepter un vaccin qui va tuer les Togolais? Cela, parce que les gens et justement sur ce, alors qu'il y a des doutes, on pense commencer avec le personnel soignant. Oui, je crois... Ceux-là qui doivent prendre soin des malades. Oui, je crois que le chef de l'État, entre-temps, l'avait dit, il avait tracé... Lors de son message à la nation. À la nation, les personnes qui soignent, également les personnes qui ont qui présentent des situations de comorbidité. C'est tout à fait normal. Le Togo n'est pas le seul, il y a d'autres pays qui ont suivi cette stratégie. Et ça, si on arrivait à le faire, moi je pense que c'est une bonne chose, parce que n'oubliez pas que les preuves ont démontré qu'au niveau des jeunes qui sont actifs, ils ont encore l'immunité qui est très forte, et qu'il faudrait, je pense que le chef de l'État, en le disant, c'est certainement basé sur le conseil du comité scientifique qui le lui a donné, et c'est ça qu'il faut regarder. Le Togo n'est pas le seul. En France, par exemple, c'est la même chose. Ailleurs, dans nos pays, c'est également la même chose. Toujours en Afrique du Sud, même, la campagne a démarré. Toujours est-il que prions pour que nous puissions avoir ce vaccin et que l'objectif que l'État togolais s'est fixé avec les 60% des vaccinés, pour qu'on ait une immunité, comment il a appelé ça, une immunité collective, pour qu'on puisse atteindre cette immunité collective pour pouvoir venir à bout de cette maladie. C'est important. Aujourd'hui, tout est bloqué, c'est parce qu'il y a Corona. Eh bien, tout est bloqué parce qu'il y a Corona. Abbas, un mot par rapport à ce vaccin, à cette campagne de vaccination qui va commencer bientôt, dans quelques semaines, si on peut le dire. Les gens sont en train de dire, c'est que ils se disent qu'on va vacciner les gens, ils vont mourir. Je me demande quel intérêt le gouvernement togolais a commandé des choses
des vaccins pour venir tuer sa population. Donc c'est le message qu'il faut passer, le message sur lequel l'État doit sensibiliser à partir même de ce mois de février jusqu'à l'arrivée, de commencer par mettre dans la tête des gens que le gouvernement ne peut pas commander des vaccins pour tuer sa population. Ça n'a pas d'intérêt. Et puis il y a certains qui disent que quand ça vient, il faudrait que ce soit les autorités, qu'on essaie ça sur les autorités d'abord. Ou qu'on essaie que les grandes... Si la personne n'est pas malade, elle n'est pas une personne atteinte de comorbidité, on va prendre le vaccin qu'on a payé pour s'occuper des malades, le vacciner et laisser. Maintenant, on va crier que voilà, quand c'est arrivé, au lieu d'aller vacciner ceux qui sont malades. On se souvient, avec le sida, on disait que quand les médicaments arrivaient, que les autorités bloquaient ça et les gens mouraient. C'est un peu la même chose qui va se passer. Les gens m'ont dit, bon, on n'a qu'à vacciner, on n'a qu'à prendre les exemples. Les personnes, les autorités ne sont pas malades. Si quelqu'un est malade parmi eux, on va le vacciner. Non, et puis j'avais posé la question à un docteur que j'avais reçu ici dans une de mes émissions, à qui je avais demandé mais pourquoi on va commencer avec le personnel soignant, et ce qu'il m'a dit c'est qu'avec le personnel soignant la population aura vraiment confiance parce que c'est eux qui étudient, c'est eux qui analysent, et donc si on commence par eux, quand même des malades, et puis quand on commence avec eux quand même il y aura une confiance. Oui, une confiance. Parce que ceux-là, c'est eux qui on va commencer parce que c'est eux qui sont au contact des malades. Après, c'est les personnes âgées de plus de 110 ans qui vont être atteintes et des personnes atteintes de comorbidité. Parce que quand on vaccine, ce n'est pas que c'est le vaccin qui va produire l'immunité, qui va aider à... Arrêter, c'est préventif, c'est pas curatif. C'est un cas... Non, c'est préventif. C'est préventif. Donc ça permet de réveiller votre immunité qui va lutter contre les anticorps là, du coronavirus. Ce n'est pas que... ceux qui meurent là, ce n'est pas qu'il y a le coronavirus qui les tue. C'est un problème parce qu'ils ont une comorbidité, ils ont une immunité qui ne leur permet pas de des anticorps. Une immunité défaillante. Donc maintenant, quand ça va arriver, c'est ça, on va vacciner pour que ça donne la force à tes anticorps de lutter contre ces gens. Par rapport à ça, moi j'ai une phrase à dire. J'ai une phrase à dire. Oui, j'ai une phrase à dire. Je crois que c'est un savant qui lui disait, il vaut mieux croire en Dieu, car après notre mort, si Dieu existait, on aura tout gagné. Et s'il n'existe pas, on n'aura rien perdu. Parce que, il faut le dire, on se vaccinait auparavant. Pourquoi les gens ont accepté? Lorsque nous regardons notre bras, depuis l'enfance, tout le monde a eu à subir, à suivre cette vaccination. Mais, bizarre, hein? Tout le monde a eu le réflexe. Tout le monde a eu, ça je le dis. Chacun a vu. Malheureusement, moi je ne peux pas voir. Parce que tu es habillé en manche longue. Donc tout le monde a eu à se faire vacciner. Il y a eu des vaccins qui sont venus et nous en avons également fait. Ça veut dire quoi? Il vaut mieux croire en ce que les gens disent parce que c'est un truc qui est collectif. Il vaut mieux croire, parce qu'après tout, si le corona n'existe pas, on n'aura rien perdu. Mais si le corona existe, je crois qu'on aura tout gagné. Bien, merci à vous, El Hadj. Merci à vous également, Abbas Issaka. Je rappelle, vous êtes le responsable du journal Le Mania Libéré. Chers téléspectateurs, merci à vous. Merci, oui. Malheureusement, merci à vous également, Pierre Pouli, qui allait prendre la relève de cette émission à partir de la semaine prochaine. Merci à vous tous de nous avoir suivis. L'émission vous donne rendez-vous mardi prochain à partir de 10h. Au revoir.